Ça, un Pokémon, mais c'est quoi cette merde? Et pourtant, c'est l'un des Pokémon les plus japonais qui existent. Au Japon médiéval, on croyait que certains objets du quotidien pouvaient se transformer, acquérir une vie propre et tromper la vigilance des humains qui les côtoyaient. Ces esprits objets du folklore sont appelés Tsukumogami. Selon le Tsukumogamiki, un récit rédigé entre le 14e et le 16e siècle, lorsqu'un objet atteint 100 ans d'existence, il se transforme en recevant un esprit. Le Tsukumogami serait un jeu de mots entre deux mots, Tsukumo et Gami. Le premier renvoie au nombre 99 et le second, cheveux blancs, image traditionnelle de la vieillesse. L'idée sous-jacente est que toute entité, humaine, animale ou matérielle, peut avec le temps accueillir un esprit et être perçue comme une personne. Cette conception s'inscrit pleinement dans les religions animistes, et ici particulièrement dans le shintoïsme, fondé notamment sur la croyance en une multitude de kami, des divinités ou forces sacrées pouvant naître de presque toutes choses du cosmos. Et c'est exactement ce qu'est le Pokémon Trousselin. L'entrée du Pokédex de la version violet dit « Trousselin. Autrefois, les familles nobles lui confiaient les clés de leur coffre-fort et prenaient grand soin de lui de génération en génération. » À la lumière de cette entrée du Pokédex, il apparaît comme le produit d'une intention humaine visant à préserver un héritage précieux. Ça mérite un biscuit. Pour aller plus loin, cette vision des objets animés se retrouve de manière particulièrement frappante dans les rouleaux peints apparus surtout à partir du 16e siècle. On y voit une procession nocturne de 100 démons où défilent non seulement des créatures fantastiques, mais aussi de nombreux objets du quotidien dotés de bras et de jambes, avançant ensemble dans une atmosphère à la fois étrange et joyeuse. L'objectif n'est pas tant d'effrayer que de divertir, de jouer avec l'absurde et l'inattendu. À l'époque cette approche devient encore plus marquée. Les yokai, loin d'être cantonnés à l'horreur ou à la morale religieuse, s'installent dans une culture visuelle populaire. Les artistes comme Kawanabe Kiyose multiplient les représentations de créatures grotesques, expressives et presque sympathiques, renforçant cette tension typiquement japonaise entre le comique et l'inquiétant. Dans cette continuité, l'univers de Pokémon s'inscrit comme un héritier moderne de cet imaginaire folklorique. Et certains Pokémon en sont des exemples particulièrement parlants. Allez, je vous fais un petit top 3 historique rapide. En troisième position, nous avons Archaeodon, dont le nom japonais renvoie au Dotaku, des cloches de bronze rituelles de la période Yaoi. On les retrouve souvent enfouies dans le sol, parfois en grand nombre, ce qui suggère une fonction symbolique ou protectrice encore débattue aujourd'hui. En 2, le Goat Kulbutoke, la chose bleue faisant référence à l'Okiagari Koboshi, une poupée Kulbutoke, Kulbuto traditionnelle qui se redresse toujours. Elle symbolise l'acceptation du destin, le fait de tomber sans jamais rester à terre, une idée qui correspond parfaitement à son nom japonais Sonan, dérivé du Sonandes. C'est comme ça, namasté. Finalement, le top tiers, c'est Kaorin. Même si d'apparence au design paye pas trop de mine, il renvoie en réalité au dogu, des figurines en terre cuite datant de la période Jomon. Ces objets souvent retrouvés dans des contextes rituels sont associés à des fonctions symboliques probablement de fertilité, de protection ou de pratiques chamaniques. Derrière ce qui ressemble à une blague de design, Pokémon perpétue une vision japonaise ancienne où même les objets les plus banals peuvent avec le temps acquérir une âme et rejoindre la procession de yokai de poche.